Sur OM5 TV, je reçois Henri David Cala-Lobé. Alors, il a un blog qui s'appelle Blablac de Bloc. Alors, des jeux de mots, Henri, bonjour. Bonjour, mais bla, parce qu'on dit blablabla. Oui. Blague, parce que, bon, voilà, je suis noir. Ça se voit. Merci, heureusement. Et de bloc, c'était pour dire débloquer, quoi. Oui. Raconter. Et alors, je lisais un petit peu, hein, j'ai survolé votre blog. Ouais. Vous parlez vraiment de tout. Vous pouvez aussi bien parler du statut de la femme battue que du statut des Kanaks ou bien de choses, je ne sais pas, par exemple, j'ai pris le titre d'un de vos articles, Bangui la coquette, splendeur, décadence équatoriale. Donc Bangui, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la capitale de la Centrafrique. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui vous intéresse, Henri ? Moi, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai fait ce blog parce que c'est vrai que j'aime écrire. Et il y a un certain moment, on se rend compte, et j'ai fait du journalisme, je suis issu d'une famille de journalistes, d'écrivains, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas assez d'informations qui est donnée, et il y a beaucoup d'animations sur les télévisions, les radios, et que de toute façon, on peut toujours reprendre une information quelque part et la retraiter sous un autre angle. Oui. Et donc, il faut répéter. Moi, je pense qu'il faut répéter l'information. Oui. Alors, c'est votre travail de journaliste, ça, parce que vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas simplement journaliste, vous êtes poète, juriste. Ben, juriste, c'est-à-dire, disons, j'ai fait des études de droit. Et j'ai quand même un diplôme honorable. J'ai quand même un DESS d'administration fiscale, Panthéon-Dauphine. C'est 2 grosses facs, quoi. Et je le dis parce que souvent, quand vous dites que vous écrivez qui plus est de la poésie, on se dit, ouais, c'est un peu un raté, quoi. Non, moi, je ne fais pas de la poésie parce que je ne sais pas quoi faire. Je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Et on m'a demandé, mes parents voulaient que j'aille à l'école. J'étais à l'école. Et voilà, j'ai ce qu'on appelle un Master 2. J'ai un DESS d'administration fiscale, Panthéon-Dauphine. Et je tiens à le préciser. Vous n'êtes pas juste un poète comme ça, des rues, qui s'est improvisé poète. Non. Parce qu'en plus, la poésie, vous la connaissez très très bien. Vous la maîtrisez. Bah, j'ai appris à l'école aussi. J'ai appris à l'école et quand je dis j'ai appris à l'école, ça veut dire que j'ai fait une série littéraire A2, ça s'appelait à l'époque avec latin. Et bon, j'ai eu la chance, ça c'est par mes parents, d'aller dans des lycées comme le lycée La Canale, lycée Henri IV. Et puis du côté de mon père aussi, et à mon oncle qui a monté Présence africaine. Donc du coup, j'avais accès à la littérature africaine, la littérature noire plutôt, et à la littérature française par l'école. Et donc du coup, ça m'a poussé à m'intéresser. À l'école, vous étiez au départ au Cameroun, hein ? J'étais à l'école au Cameroun jusqu'à... J'ai fait que l'école maternelle au Cameroun. Après, on est venu en France parce que... en fait, en gros, je pense que mon père, il voulait pas rester travailler pour le régime qu'il y avait là-bas, alors qu'il avait aidé à installer le ministère de la Communication. Et donc, nous, on est venus ici. Bon, voilà, on est venus ici. Puis j'ai fait toute ma scolarité, l'école primaire, et le lycée et la fac ici. Alors, qu'est-ce que vous pensez des jeunes aujourd'hui par rapport à vous, ce que vous avez pu vivre, vos expériences, vos découvertes Mais le problème qu'il y a, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, le milieu noir, ils n'ont pas assez d'informations. Ils ne savent pas vraiment quelle est leur histoire. Et ils sont en porte-à-faux parce qu'on leur dit qu'ils sont nés ici, ils sont français, et ils sont victimes du racisme. Et le problème, c'est qu'ils rentrent dedans parce qu'ils comprennent pas... Mais vous, est-ce que vous avez vécu ça ? Mais ça existe, le racisme. Oui. Oui, bien sûr, tous les jours. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui vivent ça aujourd'hui ? Bah, d'avoir des bonnes notes à l'école, puis c'est tout. De faire sa vie, quoi. C'est intégré, quoi. Il ne faut pas rentrer là-dedans parce que ça va vous détourner de vos objectifs. Et après, on va dire, ouais, vous voyez, les Noirs, comment ils sont susceptibles, ils sont agressifs et tout, bon, voilà. Mais oui, il peut y en avoir, comme ça, mais... Ça arrive, il y a des moments aussi, des vrais, peut-être il faut mettre des claques, j'en sais rien, mais ça se dit pas. Il ne faut pas dire les choses comme ça, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller à l'école et avoir des bonnes notes, et que le discours qui
qu'on entend souvent, oui, ça sert à rien les diplômes, il y a le racisme et tout ça. Ben, mieux vaut avoir des diplômes et dire que ça sert à rien que ne pas avoir des diplômes et aller en prison. Voilà. C'est certain. En tout cas, quand vous dites que c'est important, la poésie, par rapport à votre métier de journaliste, c'est un moyen d'aller sur des domaines que vous ne pouvez pas, par exemple, dire en tant que journaliste, et vice-versa. Quand on est journaliste et poète à la fois. Mais disons, la poésie, l'avantage de la poésie, c'est qu'en technique d'écriture, on a beaucoup plus de profondeur, de latitude. Donc après, arriver sur le journaliste, c'est un peu facile en termes de technique d'écriture. Et c'est vrai aussi qu'au niveau de l'inspiration, on en a plus. Et pourtant, hein, en tant que journaliste, parce que votre blog, Blabla des blogs, vous dénoncez plein de choses. Parce que la poésie est engagée, l'art est engagé. Et je veux dire, soit on est récupéré, donc on est engagé, soit on est contre le système. Oui. Donc c'est toujours engagé, là. Les gens qui disent, oui, les artistes, non, c'est engagé. Pour moi, l'art est engagé. Et encore plus, un truc comme la poésie, parce que c'est peut-être, entre guillemets, une recherche de la vérité. Et si on est à la recherche de la vérité, on est obligé d'être engagé, parce qu'il y a tellement de vérités qui sont tues, que, bon, quand même, il faut dire un peu. Et alors, comment s'est faite votre rencontre avec la culture kanak ? Parce qu'a priori, c'est pas juste à côté, donc... Non, c'est pas en coup de pirogue, oui. Machin, Même pas en sautant de patate de corail en patate de corail, non. En fait, c'est arrivé par hasard. J'ai une de mes sœurs, Georgette, qui est chorégraphe, et puis, il y a une quinzaine d'années, elle avait reçu des amis kanak chez elle. Et moi, j'étais là, et apparemment, il y avait Denis Pourava. Ils avaient entendu parler des émissions que je faisais à l'époque sur une radio, Tropique FM, et je parlais beaucoup de ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je suis surpris de voir un mec qui vient de la Nouvelle-Calédonie. Il me raconte un truc que je faisais il y a une dizaine d'années sur Tropique FM, et il était au courant. Pour moi, c'était juste improbable, quoi. Et je l'ai perdu de vue, on échangeait les mails et tout. Et l'année dernière, il y a eu une exposition Kanaki au quai de Branly, et je suis évidemment passé là-bas, et j'ai retrouvé Denis Pourava, puis je me suis Denis Pourava, qu'on a aussi reçu sur notre plateau, et qui est un poète kanak, hein, rappelez-vous. Voilà. Et alors, cette rencontre, elle est un peu magique aussi, parce que vous entendez des sons qui vous rappellent un petit peu les sons de votre Cameroun natal. Tout à fait, ils ont une musique, ils étaient en train de jouer, il y avait un vieux qui jouait de la guitare et tout, je lui dis, mais ça ressemble à la musique de Douala. Et j'avais aussi écouté par des amis qui étaient à Madagascar, de la musique qui ressemblait énormément à la musique de Yaoundé, la musique Betty, quoi. Et c'est bizarre parce que j'ai commencé à danser, et puis ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais où j'ai appris à danser la danse kanaki, là? J'ai dit, non, ça, moi je danse de Makossa, la danse de chez moi. Oui, c'était pas du tout la danse kanak que vous aviez interprétée. Mais c'était la même chose. C'est extraordinaire. C'était la même chose. Et après, je me suis dit, mais c'est... Donc il y a des antennes vraiment. Ça veut dire que peut-être les premiers Kanaks venaient du Cameroun ou d'un endroit à côté. Je sais pas, mais ça vous a pas donné envie de creuser la question? Mais disons, ça m'a donné un peu envie parce que j'ai commencé à me dire, mais en fait, on nous dit toujours que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et puis mon père me disait un truc, mais comment on peut découvrir un continent? On arrive et on trouve des personnes sur ce continent. Oui. On n'a pas découvert ce continent, donc Christophe Colomb... Il a été déjà découvert avant. Par les Indiens. Oui, oui. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, tout le temps, on nous dit, oui, les rapports entre l'Europe et l'Afrique, c'est la traite. Bon, il y a d'autres rapports avant, mais j'ai juste pris ce truc-là, je me suis dit, bon, voilà, les mecs, ils sont partis d'Europe, ils sont arrivés en Afrique, ils ont pris les Noirs et les ont amenés aux Amériques. Esclaves, très bien. Après, il y a d'autres qui sont descendus le long de l'Afrique ou le long de l'Amérique du Sud. Et ils ont attaqué le Pacifique ou l'océan Indien. Et ils arrivent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent encore des Noirs. Et ça, c'est extraordinaire. Ben oui, mais parce que quand on voit les Kanaks, quand on voit la population de l'Australie, les Maoris et tout ça, bon, c'est plus côté noir que bleu, blanc, blond, quoi. Et donc, comment ils sont arrivés là-bas? Ils sont arrivés avec des bateaux, les fameux trimarans.
qui sont des bateaux révolutionnaires, parce que dans toutes les courses transatlantiques, c'est la base, c'est le trimaran. Ça vient du Pacifique, comme le boomerang, comme le surf. Mais bon, même maintenant, on a l'impression que ce sont des choses qui ont été inventées par des caucasiens. Voilà, c'est ça. Mais c'est des choses anciennes qui viennent du Pacifique. Et donc, forcément, on se dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des populations noires qui soient parties, apparemment, du continent africain, pour se perdre au fin fond du bout du monde, dans les îles du Pacifique, où peut-être l'autre titre, elle est à 2000 km, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça juste impressionnant. Alors, j'ai vu une carte, moi, je ne sais pas si c'était en allant sur votre blog, mais j'ai vu une carte où, effectivement, en partant de Madagascar, il y a eu des voyages qui ont mené jusqu'en Asie et ensuite arrivé dans le Pacifique. Ouais. Nous, les Polynésiens, parce que j'arrive de Tahiti, les Polynésiens, on l'a prouvé aujourd'hui scientifiquement, on vient d'Asie aussi. Oui, donc, oui, on oui. n'a pas le faciès noir, mais on n'est pas de Polynésie alors qu'on est polynésien. Donc on est arrivé avant d'autre part. Est-ce que ça, ce sont des choses que vous avez envie de transmettre aussi à la jeunesse? Tout à l'heure, on parlait de cette jeunesse qui ne connaît pas bien son histoire, qui se cherche encore un petit peu. Mais je pense qu'il faut transmettre le plus de choses possible à la jeunesse pour qu'elle puisse choisir. Donc on peut pas rester limité à une vision Europe. Quand je dis Europe, c'est Amérique, c'est pareil, quoi. Et monde noir, quoi. Et effectivement, l'Asie, c'est très important parce que c'est les cultures du Sud. Et il y a beaucoup de parallélismes entre l'Asie et l'Afrique au niveau alimentaire. Et après, peut-être c'est nous qui avons oublié ce qui faisait notre force ou notre richesse d'avant. Et c'est important d'ouvrir les horizons à ces jeunes et leur donner d'autres perspectives. Parce qu'en fait, on est juste dans un système où beaucoup de jeunes s'identifient au modèle de comportement nord-américain. Oui, ben ça a toujours fait rêver l'Amérique. Parce que c'est américain. Oui. Mais ça fait rêver parce qu'ils mettent les moyens pour faire rêver les gens. Le cinéma, les clips et tout ça, ils y vont. Et donc, c'est évident que tout le monde va vouloir aller aux États-Unis. Parce que quand vous regardez ça, vous dites c'est trop beau, tout le monde peut s'en sortir. Et moi, j'étais juste une fois aux États-Unis, c'était au mois de février, je partais de Douala. Et il faisait genre plus de 30 degrés, tu arrives à New York, il fait moins 12, moins 15. Et j'ai vu des gens qui dormaient par terre, dehors, sur des cartons, à New York. Des choses qui faisaient moins rêver, du coup. Oui, et puis ça, on ne monte pas vraiment, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même ça aussi, quoi. Ouais. Et donc peut-être il faut montrer ces îles du Pacifique où le temps a l'air d'avoir suspendu son vol, et puis peut-être que c'est mieux. Bon, en tout cas, parler avec vous, c'est passionnant. Je vous avais invité aussi pour parler du référendum de Nouvelle-Calédonie. Moi, je vous propose de revenir pour parler de ce sujet-là, essentiellement. D'accord. Là, comme ça, on a présenté un petit peu le personnage Henri-David Kalalobé, qui est journaliste, poète aussi, et juriste, on tient à le rappeler. Et si vous voulez plus d'infos sur ce monsieur, Blague débloque pour le titre de son blog, on vous donnera les contacts, bien sûr, sur notre page Facebook à nous. Donc, je vous dis à bientôt, Henri. À bientôt, merci. Au revoir.